Dr Matthew Sachs. Tout d'abord, nous nous rendons à la prison de Norfolk, où une tendance inquiétante se dessine, la distribution excessive de médicaments aux détenus. Avant que le Dr Matthew Sachs ne prenne ses fonctions de psychiatre de prison, plus d'un tiers de la population carcérale était sous traitement. Cette situation a suscité des interrogations et des inquiétudes quant au risque d'abus et de mauvaise utilisation de ces médicaments. Dès sa prise de fonction, le Dr Sachs a rapidement pris conscience de la gravité de la situation. Il a découvert que le psychiatre précédent prescrivait des antidépresseurs, des anxiolytiques et des antipsychotiques en quantité alarmante. Ces médicaments, tels que le Zyprexa, le Remeron et le Buspar, étaient distribués sans tenir compte des risques et des effets secondaires potentiels. Les infirmières et les gardiens de la prison ont constamment alerté le Dr Sachs sur les cas de détenus qui accumulaient, écrasaient et abusaient des médicaments qui leur étaient prescrits. Ces médicaments, lorsqu'ils sont sniffés ou ingérés à forte dose, produisent une sensation d'euphorie extraordinaire que les détenus recherchent. Il est apparu clairement que la distribution excessive de médicaments ne favorisait pas seulement la toxicomanie au sein de la prison, mais mettait également en danger la santé et le bien-être des détenus. Conscient de la gravité de la situation, le Dr Sachs a pris des mesures audacieuses pour résoudre le problème. Il a mis en place des directives plus strictes en matière de prescription de médicaments afin de réduire le nombre de détenus sous médicaments psychiatriques. En étant plus prudent et sélectif dans son approche, le Dr Sachs a réussi à réduire de manière significative le nombre de détenus sous médicaments au cours de ses 4 premiers mois de travail. Cependant, ces actions n'ont pas été sans conséquences. Les détenus, habitués à recevoir des médicaments pour traiter le sommeil et l'anxiété, n'étaient pas satisfaits de ces changements. Les plaintes des détenus et de leurs familles ont afflué, exprimant leur mécontentement à l'égard de la nouvelle approche. Les superviseurs de la prison, soucieux d'apaiser ces plaintes, ont fait pression sur le Dr Sachs pour qu'il augmente le nombre de ses consultations hebdomadaires auprès des détenus. Cette exigence du bureau du shérif était non seulement contraire à l'éthique, mais aussi dangereuse. Il voulait que le Dr Sachs voie un minimum de 50 détenus par semaine en seulement 9 heures de travail. Pour cela, les rendez-vous devaient durer moins de 10 minutes, ce qui était contraire aux normes psychiatriques et ne permettait pas d'établir des diagnostics précis ni de déterminer correctement les besoins en médicaments. Malgré la pression, le Dr Sachs est resté fidèle à son engagement de fournir des soins de santé éthiques et responsables. Il savait que la précipitation des rendez-vous pouvait conduire à des diagnostics erronés et à des fautes professionnelles potentielles. L'insistance du bureau du shérif à multiplier les rendez-vous, au mépris du bien-être des détenus, a finalement conduit à la démission du Dr Sachs. La distribution excessive de médicaments à la prison de Norfolk était un problème grave qui devait être résolu. Les actions du Dr Sachs ont mis en lumière l'importance de pratiques de prescription responsables et la nécessité de donner la priorité à la santé et à la sécurité des détenus. Alors que la pression monte sur le Dr Matthew Sachs pour qu'il augmente ses consultations auprès des détenus et poursuive la distribution excessive de médicaments, il se retrouve dans une position précaire. Déterminé à défendre des pratiques éthiques en matière de soins de santé, le Dr Sachs a pris les choses en main et a enregistré secrètement une conversation avec un haut responsable de la prison. Dans cet enregistrement choquant, le Dr Sachs confronte le fonctionnaire aux exigences déraisonnables qui lui sont imposées. Il a exprimé ses inquiétudes quant aux risques potentiels pour la vie des détenus et à la responsabilité que lui-même et la prison encouraient s'ils se pliaient à ces exigences. La conversation a pris une tournure surprenante lorsque le fonctionnaire a reconnu la nécessité de recevoir davantage de patients et de mettre fin aux plaintes. Cet enregistrement contredit directement le démenti du bureau du shérif, qui affirme n'avoir reçu aucune demande d'augmentation des rendez-vous psychiatriques. Le Dr Sachs disposait de preuves concrètes du contraire. L'enregistrement a donné un aperçu effrayant des priorités des superviseurs de la prison, qui semblaient plus soucieux de faire taire les plaintes que d'assurer le bien-être des détenus. La révélation de cette conversation contradictoire a renforcé la décision du Dr Sachs de démissionner de son poste. Il a reconnu que continuer à travailler dans de telles conditions aurait des conséquences désastreuses, non seulement pour lui, mais aussi pour la prison de Norfolk et ses détenus. L'enregistrement a constitué un témoignage puissant des efforts déployés par le Dr Sachs pour assumer ses responsabilités éthiques en tant que psychiatre. Il a révélé la vérité derrière la distribution excessive de médicaments et la pression qu'il a subie pour donner la priorité à la quantité plutôt qu'à la qualité dans ses consultations avec les patients. La démission du Dr Matthew Sachs de son poste de psychiatre à la prison de Norfolk a eu un impact profond sur les détenus et sur la prison elle-même. Le Dr Sachs ne supervisant plus la distribution des médicaments, la prison a dû faire face aux conséquences de ces révélations. La réduction des médicaments psychiatriques prescrits aux détenus avait déjà provoqué un afflux de plaintes de la part des détenus et de leurs familles. Désormais, sans la surveillance attentive du Dr Sachs, la prison doit faire face à la réalité de la situation.
Les rapports d'incidents et les courriels fournis par le Dr Sachs ont mis en lumière l'ampleur de l'abus de médicaments sur ordonnance au sein de la prison. Les cas de détenus qui thésaurisent, écrasent et même vendent les médicaments qui leur sont prescrits ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le personnel de la prison a découvert du Buspar, un anxiolytique, écrasé dans la cellule d'un détenu. La quantité trouvée a été estimée à environ 5 jours de médicaments, ceux qui dépassent de loin la dose prescrite. Dans un autre courriel, un agent de santé mentale de la prison a demandé au Dr Sachs d'interrompre la prescription de Zyprexa, un antipsychotique utilisé pour traiter la schizophrénie, d'un détenu. Le détenu avait accumulé et partagé le médicament avec d'autres détenus, allant même jusqu'à l'écraser pour un usage illicite. Ces incidents ont mis en évidence les conséquences dangereuses de la distribution excessive de médicaments et les risques d'abus au sein de la prison. Les conséquences de la démission du Dr Sachs allaient au-delà des problèmes immédiats d'abus de médicaments sur ordonnance. La prison de Norfolk était désormais confrontée au défi de trouver un nouveau psychiatre qui donnerait la priorité au bien-être des détenus et respecterait les normes éthiques en matière de soins. David Tatum. Ensuite, nous aborderons une affaire qui risque de vous donner la nausée, la condamnation de David Tatum. En mai 2023, Tatum a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation liés à des images et des vidéos d'abus sexuels sur des enfants, dont un chef d'accusation de production de pornographie enfantine, un chef d'accusation de transport de pornographie enfantine et un chef d'accusation de possession de pornographie enfantine. La Cour a prononcé une peine de 40 ans de prison à l'encontre de Tatum, une sanction qui reflète la gravité de ses crimes. En plus de sa longue peine d'emprisonnement, Tatum sera également soumis à une période de 30 ans de liberté surveillée, ce qui garantit qu'il restera sous étroite surveillance, même après sa libération. En outre, Tatum a été condamné à payer une restitution, bien que le montant exact n'ait pas encore été déterminé. En outre, il a été contraint de payer une amende de 99 000 $. Ces sanctions financières constituent une petite mesure de justice pour les victimes et leurs familles, qui ont été marquées à jamais par les actes de Tatum. Au cours du procès de David Tatum, les preuves présentées ont dressé un tableau inquiétant de ses actes et de l'étendue de sa dépravation. Il a été révélé que David Tatum avait passé 5 ans à amasser une collection de matériel pédopornographique à partir de 2016. Cette collection comprenait plus de 1 000 titres, dont certains contenaient du matériel explicite impliquant des enfants préadolescents. Ce qui est encore plus choquant, c'est la méthode employée par Tatum pour obtenir ces images explicites. Il a enregistré secrètement plusieurs adolescents, dont des membres de sa famille et un ancien patient, alors qu'ils se déshabillaient et se douchaient. L'abus de confiance et l'atteinte à la vie privée sont vraiment horribles. Mais l'exploitation de Tatum ne s'est pas arrêtée là. Lorsque ses propres vidéos n'ont plus suffi, il s'est tourné vers un site web deepfake, utilisant l'intelligence artificielle pour modifier numériquement des images de mineurs habillés, les rendant sexuellement explicites. Cette manipulation d'images innocentes est un témoignage effrayant de ce que Tatum a fait pour satisfaire ses désirs pervers. Les preuves présentées lors du procès de Tatum ne laissent aucun doute sur l'ampleur de ses crimes et le mal qu'il a infligé à ses victimes. Elles rappellent brutalement les dangers que représentent les individus qui abusent de leur position de pouvoir et d'autorité. L'impact des actions de David Tatum sur ses victimes ne peut être surestimé. Le traumatisme émotionnel et psychologique qu'elles ont subi est incommensurable. L'exploitation de leur confiance et la violation de leur vie privée par David Tatum ont laissé des cicatrices durables qui ne se refermeront peut-être jamais complètement. Pour les adolescents qu'il a secrètement enregistrés, y compris les membres de sa famille, la trahison qu'ils ont subie est inimaginable. Le fait de savoir que quelqu'un en qui ils auraient dû avoir confiance, quelqu'un qui était censé les aider à surmonter des situations difficiles sur le plan de la santé mentale, les a au contraire utilisés pour sa propre satisfaction sexuelle est dévastateur. L'ancienne patiente qui a été enregistrée pendant les séances de thérapie a également beaucoup souffert. La violation de la relation thérapeutique, un espace qui devrait être sûr et confidentiel, a sans aucun doute eu un impact profond sur son bien-être. L'abus de confiance de la part d'une personne à qui elle avait demandé de l'aide est une trahison qui sera difficile à surmonter. Les victimes de la fausse manipulation profonde de Tatum portent également le poids de savoir que leurs images innocentes ont été transformées en contenu explicite sans leur consentement. L'impact psychologique d'une telle exploitation de leur identité et de leurs moments personnels est immense. Il est essentiel de reconnaître et de soutenir les victimes des crimes de Tatum alors qu'elles naviguent sur le long et difficile chemin de la guérison. Leur résilience et leur force face à un tel traumatisme sont louables, et elles méritent justice et soutien pour reconstruire leur vie. L'arrestation puis la condamnation de David Tatum n'auraient pas été possibles sans les efforts dévoués des forces de l'ordre.
Leur travail inlassable pour enquêter et monter un dossier contre Tatom a joué un rôle crucial pour le traduire en justice. C'est en septembre 2021 que les autorités fédérales ont appris que Tatom était en possession d'images d'abus sexuels sur des enfants, grâce à une information donnée par un particulier. Cette information a déclenché une enquête approfondie qui a permis de découvrir l'étendue des crimes commis par Tatom et les preuves nécessaires pour obtenir une condamnation. La collaboration entre les agences fédérales, telles que le FBI, et les forces de l'ordre local a été déterminante pour faire en sorte que Tatom soit tenu responsable de ses actes. Leurs efforts coordonnés ont permis de mener une enquête exhaustive qui n'a laissé aucun détail en suspens. Les crimes de David Tatom ont eu un impact profond sur la communauté, laissant de nombreuses personnes choquées et profondément troublées. La prise de conscience qu'une personne en position de pouvoir et d'autorité pouvait commettre des actes aussi odieux a brisé la confiance que la communauté avait placée dans des professionnels comme Tatom. Ces crimes nous rappellent brutalement la nécessité d'une sensibilisation et d'une prévention accrue en matière d'exploitation des enfants. Il est essentiel que les parents, les soignants et les membres de la communauté restent vigilants et soient informés des signes de maltraitance et d'exploitation. En reconnaissant les signaux d'alarme et en agissant, nous pouvons aider à protéger les enfants vulnérables contre des individus comme Tatom. En outre, il est essentiel que les professionnels et les organisations de santé mentale donnent la priorité à la sécurité et au bien-être de leurs patients. Des protocoles stricts et des garanties doivent être mis en place pour prévenir toute forme d'abus ou d'exploitation dans un cadre thérapeutique. Une formation et une éducation régulière sur la conduite éthique et les limites à ne pas franchir sont essentielles pour garantir le plus haut niveau de soins et de protection aux personnes qui cherchent de l'aide. L'impact des crimes de Tatom devrait servir de signal d'alarme pour la société dans son ensemble. Il est de notre responsabilité collective de créer un environnement sûr pour les enfants, où ils peuvent grandir et s'épanouir sans craindre d'être exploités. En sensibilisant l'opinion publique, en soutenant les victimes et en préconisant des mesures de prévention plus strictes, nous pouvons œuvrer à l'éradication de ces crimes odieux. À sa sortie de la prison fédérale, Tatom devra s'enregistrer en tant que délinquant sexuel, une désignation qui le suivra pour le reste de sa vie. Cet enregistrement est une garantie essentielle pour protéger la communauté et faire en sorte que les actes de Tatom soient connus de son entourage. On ne saurait trop insister sur le fait que des individus comme Tatom doivent répondre de leurs actes. En lui infligeant une peine de 40 ans de prison et en l'obligeant à s'enregistrer comme délinquant sexuel, le système judiciaire envoie un message clair. De tels crimes ne seront pas tolérés. Il s'agit d'une étape nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être de la société. En outre, les sanctions financières imposées à Tatom, y compris la restitution et les frais de 99 000 $, constituent une forme de réparation pour les victimes. Bien qu'aucune somme d'argent ne puisse compenser entièrement le préjudice qu'elles ont subi, il s'agit d'une petite mesure de justice et d'un rappel que leurs voix ont été entendues. Suivant. Howard Weiss. À la fin des années 2010, la Drug Enforcement Administration, DEA, et l'Internal Revenue Service, IRSC, ont lancé une enquête sur Howard Weiss, un psychiatre de 69 ans établi à Greenwood Village. Cette enquête a été déclenchée par une série de signaux d'alarme et d'activités suspectes concernant Weiss et son cabinet. Les autorités avaient reçu des rapports faisant état de patients de Weiss se livrant à la vente de substances contrôlées, ce qui soulevait des inquiétudes quant à ses pratiques en matière de prescription. Mais c'est la mort tragique d'un patient, à la suite d'une overdose de plusieurs médicaments, qui a véritablement déclenché l'alarme. La DEA et l'IRSC savaient qu'ils devaient approfondir les activités de Weiss pour découvrir la vérité. Au fil de l'enquête, il est apparu clairement que M. Weiss prescrivait de la méthamphétamine, un stimulant de l'annexe 2 qui crée une forte dépendance à plusieurs patients adultes. Cette révélation était profondément troublante, car la FDA n'a approuvé qu'un seul produit à base de méthamphétamine pour un usage médical dans de rares circonstances. Le fait que Weiss l'ait prescrit à plusieurs patients a immédiatement mis la puce à l'oreille. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. En examinant de plus près les dossiers de prescription de Weiss, les enquêteurs ont découvert des pratiques encore plus alarmantes. L'un des signaux d'alarme les plus inquiétants était la tendance de Weiss à prescrire plusieurs médicaments. Cette pratique consiste à prescrire des stimulants à forte dose, tels que l'Adderall, en même temps que des sédatifs à forte dose, malgré les effets contradictoires de ces médicaments. Cette pratique était très inhabituelle et soulevait de sérieuses inquiétudes quant au risque d'abus et de préjudice pour ces patients. En outre, il a été constaté que Weiss prescrivait régulièrement des stimulants tels que l'Adderall à l'extrémité supérieure de la fourchette de dosage habituelle et parfois même bien au-delà. Cette prescription excessive de stimulants était profondément troublante, car elle témoignait d'un mépris des directives médicales appropriées et du risque d'abus ou d'accoutumance chez ces patients.
L'enquête a également révélé que Weiss avait prescrit de la méthamphétamine à un patient qui a ensuite été arrêté au cours d'un trafic de drogue. Fait choquant, le patient a été trouvé en possession de 119 pilules de méthamphétamine prescrites par Weiss. Cette découverte a confirmé les soupçons selon lesquels Weiss prescrivait des substances réglementées en dehors du cadre habituel de la pratique professionnelle et sans but médical légitime. Plus inquiétant encore, l'agent de probation du patient avait déjà contacté Weiss pour l'avertir de la dépendance du patient à la méthamphétamine. Malgré cet avertissement, Weiss a choisi de l'ignorer et a continué à prescrire la drogue, contribuant ainsi à la chute du patient. La combinaison de ces signaux d'alerte, de pratiques de prescription suspectes et des conséquences tragiques des actes de Weiss a conduit la DEA et l'IRSC à mener une enquête approfondie sur ces activités. Ils étaient déterminés à découvrir la vérité et à tenir Weiss pour responsable de ces actes. Activités et charges financières illégales. Alors que l'enquête sur Howard Weiss, le psychiatre en disgrâce, se poursuivait, les autorités ont découvert un autre aspect choquant de ces activités illicites: son implication dans des pratiques bancaires illégales. Il est apparu que Weiss s'était engagé dans un stratagème visant à éluder les obligations de déclaration des dépôts de devises supérieures à 10 000 $. Les réglementations fédérales interdisent strictement la structuration des transactions financières afin d'éviter le dépôt de Currency Transaction Reports par les banques. Cependant, entre novembre 2015 et février 2018, Weiss a effectué un total de 45 dépôts en espèces, chacun juste en dessous du seuil de 10 000 $. Cette manipulation délibérée du système lui a permis d'éviter la surveillance et de se soustraire aux exigences de déclaration nécessaires. Les guichetiers qui ont eu affaire à Weiss lors de ces transactions ont fait état d'un schéma récurrent. Il arrivait avec de grandes quantités d'argent liquide, demandait à ce qu'on le compte, puis refusait de déposer tout montant supérieur à 10 000 $. Ce comportement a éveillé les soupçons du personnel de la banque, qui ne connaissait pas l'ampleur réelle des activités illégales de Weiss. L'enquête a révélé que Weiss avait structuré ses transactions de manière à contourner l'obligation de déclaration des opérations sur devises. En maintenant chaque dépôt juste en dessous du seuil de déclaration, il voulait éviter d'être détecté et maintenir une façade de légitimité. Les autorités n'ont toutefois pas été dupes. La DEA et l'IRSC, armés de preuves des activités bancaires illégales de Weiss, ont ajouté ces accusations à la liste croissante des délits commis contre lui. Weiss doit désormais faire face non seulement aux conséquences de ses pratiques de prescription contraires à l'éthique, mais aussi aux répercussions juridiques de ses délits financiers. Les accusations portées contre Weiss étaient graves. Il est accusé d'avoir structuré des transactions financières pour échapper aux obligations de déclaration, d'avoir effectué des transactions monétaires supérieures à 10 000 $ provenant d'activités illégales et d'avoir utilisé sa position de psychiatre pour favoriser ces activités illégales. Ces accusations dressent le portrait accablant d'un homme qui a privilégié son profit personnel au détriment du bien-être de ses patients. Les conséquences pour Weiss ont été sévères. Après une enquête approfondie et des poursuites engagées par la DEA, l'IRSC et le bureau du procureur du district du Colorado, il a été condamné à 6 mois de prison fédérale. Mais sa peine ne s'est pas arrêtée là. En plus de sa peine privative de liberté, Weiss a été condamné à 10 mois de détention à domicile dans le cadre d'une liberté surveillée de 3 ans. Le bilan financier est tout aussi lourd. Il a été contraint de confisquer la somme faramineuse de 826 083,24 $ de produits criminels, ce qui rappelle brutalement l'étendue de ses activités illicites. En outre, Weiss a été condamné à verser 150 000 $ de dédommagement à la communauté, reconnaissant ainsi le préjudice qu'il a causé à des individus et à la société dans son ensemble. Pour ne rien arranger, Weiss a été contraint de renoncer à sa licence médicale et à son autorisation de prescrire des substances contrôlées. Cela signifie qu'il ne pouvait plus pratiquer la médecine ou prescrire des médicaments légalement. C'était une conséquence appropriée pour un homme qui avait abusé de sa position de confiance et d'autorité. La condamnation d'Howard Weiss a envoyé un message clair. Ceux qui privilégient leur enrichissement personnel au détriment de la santé et de la sécurité de leurs patients s'exposent à de lourdes conséquences. Grâce à la collaboration des services répressifs et du système judiciaire, Howard Weiss ne pourra plus jamais nuire à d'autres patients, ni exploiter le système à des fins d'enrichissement personnel. Les actes d'Howard Weiss, le psychiatre qui est allé trop loin, ont eu un impact profond sur ses patients et sur la communauté dans son ensemble. Tout d'abord, les patients de Weiss ont beaucoup souffert de ces actions. En prescrivant de la méthamphétamine et d'autres substances contrôlées en dehors du cadre habituel de la pratique professionnelle, Weiss a mis en danger la santé et le bien-être de ses patients. Ces médicaments, lorsqu'ils sont mal utilisés ou pris de manière inappropriée, peuvent avoir de graves conséquences, notamment la dépendance, des dommages physiques et même la mort. Le cas tragique du patient décédé d'une polytoxicomanie nous rappelle brutalement les conséquences dévastatrices des actes de Madame Weiss.
La vie de ce patient a été interrompue en raison de la combinaison de médicaments prescrits par Weiss, ceux qui mettent en évidence les dangers des pratiques de prescription irresponsables. La perte de cette personne n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un signal d'alarme pour la communauté. En outre, la négligence de Weiss et son mépris des avertissements de l'agent de probation de la patiente témoignent d'un manque total d'intérêt pour le bien-être de ses patients. Bien que conscient de la dépendance du patient, Weiss a continué à lui prescrire de la méthamphétamine, contribuant ainsi à la spirale descendante, qui a finalement conduit à l'arrestation du patient et à la tragédie qui s'en est suivie. L'impact des actions de Weiss s'est étendu au-delà de ses patients individuels. La communauté dans son ensemble a souffert des conséquences de ces activités illicites. En se livrant à la vente de substances réglementées, Weiss a non seulement mis en danger la vie de ses patients, mais il a également contribué au problème plus large de la toxicomanie et de l'addiction au sein de la communauté. Riaz Maskuri. Ensuite, je me pencherai sur l'histoire de Riaz Maskuri, un psychiatre qui s'est engagé dans la voie de la tromperie et de la cupidité. Maskuri, qui était autrefois un psychiatre titulaire respecté à l'hôpital général Riverside de Houston, s'est retrouvé mêlé à un système de fraude à l'assurance maladie de 155 millions de dollars qui a ébranlé le secteur des soins de santé. En présentant des demandes fausses et frauduleuses pour des services psychiatriques, M. Maskuri a exploité le système en s'attaquant à des patients vulnérables et en manipulant des dossiers médicaux. Ces actions n'ont pas seulement fraudé l'assurance maladie, elles ont aussi trahi la confiance de ceux qui recherchaient de véritables soins psychiatriques. Dans le monde de la psychiatrie, Riaz Maskuri était autrefois un nom synonyme d'expertise et de compassion. Doté d'une attitude charmante et d'un désir apparemment sincère d'aider les autres, Riaz Maskuri s'est rapidement fait connaître en tant que psychiatre titulaire respecté à l'hôpital général Riverside de Houston. Les patients le consultaient, pensant qu'ils étaient entre les mains d'un professionnel attentionné qui les guiderait vers le bien-être mental. Ils étaient loin de se douter que les véritables intentions de Maskuri étaient loin d'être nobles. Né à la fin des années 1950, Maskuri a grandi dans un foyer modeste de Houston. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une intelligence exceptionnelle et d'un vif intérêt pour l'esprit humain. Après avoir obtenu son diplôme de médecine, il s'est spécialisé en psychiatrie, animé par le désir d'améliorer la vie des personnes souffrant de troubles mentaux. Son dévouement et son ambition l'ont propulsé vers l'avant, lui valant une réputation d'étoile montante dans ce domaine. Au fur et à mesure que sa carrière s'épanouissait, Maskuri s'est fait connaître pour sa capacité à établir un lien profond avec les patients. Il avait le don de les faire se sentir compris et appréciés, instillant un sentiment de confiance qui était crucial dans le domaine de la psychiatrie. Cette confiance, cependant, deviendra plus tard le fondement de sa tromperie. Sa réputation grandissante lui permet d'accéder à un large réseau de patients et de collègues. Il est devenu une figure clé de la communauté psychiatrique, participant à des conférences et partageant son expertise avec d'autres professionnels. Son nom apparaît dans les revues médicales et il est souvent sollicité pour des conférences. Pour le monde extérieur, Maskuri est un brillant exemple de réussite dans le domaine de la psychiatrie. Mais derrière cette façade de succès, Maskuri cachait un sombre secret. Il s'était empêtré dans un réseau de cupidité et de tromperie poussé par l'attrait de l'argent facile. C'est à cette époque qu'il a croisé le chemin d'individus qui partageaient son désir de gain financier, l'entraînant sur une voie qui allait finir par détruire sa réputation et l'envoyer derrière les barreaux. La participation de M. Maskuri à la fraude de 155 millions de dollars à l'assurance maladie a constitué une trahison choquante des principes mêmes qu'il avait juré de défendre. En présentant des demandes fausses et frauduleuses pour des services psychiatriques, il a exploité le système à des fins d'enrichissement personnel. Le stratagème consistait à présenter des demandes de remboursement pour des services de programme d'hospitalisation partielle, PHP, censés fournir un traitement ambulatoire intensif à des patients souffrant de graves maladies mentales. Cependant, Maskuri et ses complices admettaient et réadmettaient sans discernement des patients dans ces programmes, dont beaucoup étaient incapables de participer au traitement en raison d'une maladie d'Alzheimer ou d'une démence grave. Ces patients ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier de ces services, mais Maskuri a falsifié des dossiers médicaux et signé de faux documents pour faire croire qu'ils en bénéficiaient. Au fur et à mesure que le système se mettait en place, Maskuri facturait personnellement à Medicare des traitements psychiatriques qu'il n'avait en fait jamais dispensés. Sa signature sur les documents des patients a permis à l'hôpital général de Riverside de facturer frauduleusement des millions de dollars à l'assurance maladie. L'ampleur de sa tromperie est stupéfiante. Les preuves montrant qu'il a joué un rôle central dans la facturation frauduleuse de plus de 55 millions de dollars. En mai 2017, à l'issue d'un procès de 5 jours, M. Maskuri a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des soins de santé et de 5 chefs d'accusation de fraude dans le domaine des soins de santé. Les conséquences de ces actes ont été sévères.
En septembre 2018, il a été condamné à 150 mois de prison et a versé 20,6 millions de dollars à Medicare et 2,25 millions de dollars à Medicaid à titre de dédommagement. La chute choquante de Riaz Mascuri montre que ceux qui semblent être des piliers de la communauté peuvent abriter de sombres secrets. L'impact des actions de Mascuri sur le système de santé a été dévastateur. Medicare, un programme conçu pour fournir des services de santé essentiels à ceux qui en ont besoin, a été escroqué de millions de dollars. Les fausses demandes de remboursement soumises par Mascuri et ses complices ont non seulement drainé des ressources précieuses, mais ont également porté atteinte à l'intégrité du système. Ce type de fraude n'affecte pas seulement les contribuables, mais met également en péril la disponibilité des services de santé pour ceux qui en ont réellement besoin. En outre, le projet de Mascuri a eu un impact profond sur la vie des patients concernés. Ces personnes vulnérables, déjà aux prises avec de graves troubles mentaux, ont été soumises à des traitements inutiles et inefficaces. La manipulation des dossiers médicaux et les faux documents ont non seulement trompé Medicare, mais aussi trahi la confiance de ces patients et de leurs familles. Les conséquences de tels actes sur leur bien-être ne peuvent être sous-estimées. L'impact du plan de Mascuri s'est étendu au-delà de ses propres actions. 15 autres personnes ont été condamnées pour leur rôle dans la fraude, dont l'ancien président de l'hôpital général de Riverside, Ernest Gibson III, et l'opérateur de l'un des sites satellites PHP de Riverside, Ernest Gibson IV. Ces personnes, comme Mascuri, ont joué un rôle important dans la fraude à l'assurance maladie et ont été tenus pour responsables de leurs actes. L'enquête sur le stratagème de Mascuri est le fruit d'une collaboration entre le FBI, le bureau de l'inspecteur général du ministère américain de la Santé et des services sociaux et les services d'enquête criminelle de l'IRS. Leur dévouement à la découverte et à la poursuite des fraudes dans le secteur de la santé témoigne de leur engagement à protéger l'intégrité du système de santé. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.